Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le théorème fondamental de l'analyse. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait vu que l'intégrale qu'on t'avait présentée au lycée, on pouvait dire que c'était l'aire sous la courbe, et que l'aire sous la courbe d'une fonction qui est continue sur un segment, on pouvait l'obtenir comme limite de somme d'aires de rectangles qui servait à approximer l'aire qu'il y avait sous la courbe de manière satisfaisante. À la fin de cette même vidéo, on s'était demandé comment manipuler cette notion-là. Parce qu'on s'était dit par exemple que l'intégration par partie et les changements de variables, avec cette formule-là, c'était juste pas possible. Donc un exercice que je t'invite à faire, c'est juste pour te convaincre que c'est quelque chose de difficile à manipuler, calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction qui a t associe t carré avec la formule de la vidéo précédente. C'est un excellent exercice qui est réalisable dès la terminale et qui te montrera qu'on peut quand même calculer quelques intégrales à l'aide de cette notion d'aire sous la courbe. Le but aujourd'hui, c'est de se dire qu'on veut passer par la primitive, comme on l'a vu aussi en terminale. Alors on va se donner une fonction f qui est continue de R dans R, et on va noter grand F, la fonction qui a un réel x, associe l'intégrale de a à x de la fonction f, où a c'est un réel que tu as choisi au préalable. Qu'est-ce qu'on a prétendu en fait en terminale? On a prétendu que cette fonction-là, elle était de classe C1 sur R, et que sa dérivée, c'était la fonction d'origine petit f. Et donc une conséquence de ça, c'est que l'intégrale de p à q d'une fonction, c'est la différence entre deux valeurs de sa primitive. Alors là, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Ce qui est à gauche, c'est quelque chose de géométrique, qui est une somme de Riemann, comme on l'a vu la dernière fois, et c'est quelque chose qui, si tu as fait l'exercice que je t'ai proposé en début de vidéo, est quelque chose de relativement difficilement manipulable. Maintenant, à droite, tu as quelque chose d'une autre nature, qui est plutôt quelque chose qui vient de l'analyse, qui va résulter d'un calcul de primitives. Et ça, tu sais que, pour des fonctions usuelles, tu sais très bien calculer des primitives. Le but aujourd'hui, ça va être de démontrer ce théorème fondamental de l'analyse qui permet de faire le lien entre géométrie et analyse. Alors pour ça, je vais être obligé d'admettre 2-3 petits trucs quand même. C'est que la somme de Riemann, donc cette intégrale définie à l'aide de la limite d'une somme, elle vérifie certaines propriétés. Ces propriétés sont la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale de a fois f plus b fois g, c'est a fois l'intégrale de f plus b fois l'intégrale de g. Je vais admettre aussi la relation de Schall, et enfin, je vais admettre l'inégalité triangulaire. Tu peux te demander comment on fait pour démontrer ces trois propriétés-là. Eh bien en fait, on se base sur des fonctions en escalier, et sur le fait qu'on peut exprimer toute fonction continue sur un segment comme limite d'une suite de fonctions en escalier. Alors nous, on va admettre que ce travail est fait, on va admettre que l'intégrale, même si elle est difficilement manipulable, elle est linéaire, elle vérifie la relation de Schall, elle vérifie l'inégalité triangulaire, et on va faire le lien ensemble entre géométrie et analyse. Faisons la démonstration. Donc ce que je veux montrer, c'est que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc je vais former le taux d'accroissement de la fonction grand F en un point, et je vais essayer de démontrer qu'il tend vers petit f en ce même point. Donc c'est exactement ce que je fais, sauf que je vais présenter la chose de manière à pouvoir faire des calculs en analyse. Et ça veut dire que je vais pas former le taux d'accroissement, essayer de passer à la limite et trouver petit f de x, mais plutôt que je vais prendre la différence des deux en valeur absolue et montrer que ça tend vers 0. Ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver très souvent en analyse, et ce que je t'invite vraiment à réfléchir, qu'il est plus facile de comparer les choses à 0 plutôt que de les comparer entre elles. Donc je vais former cette différence-là, que je vais appeler delta h, et je veux montrer que delta h tend vers 0. Alors avant de démontrer ça, il va falloir faire pas mal de boulot, et tu verras que je vais faire certaines choses de manière automatique, sans paniquer outre mesure. La première chose, c'est que je vois grand f de x plus h moins grand f de x, ces deux intégrales que je vais pouvoir traiter par la relation de Schall, et dire que finalement ça fait ce terme ici à droite. Donc là j'ai utilisé la relation de Schall. Ensuite il faut que je compare une intégrale d'un côté et un nombre réel de l'autre. Et là en fait j'ai utilisé une astuce, c'est de transformer f de x en intégrale, puisque c'est une constante, donc je peux dire que c'est l'intégrale de x à x plus h de cette constante, et je vais diviser ça par la longueur de l'intervalle d'intégration qui va être h. Et finalement ça va me donner cette relation que j'écris maintenant. Et donc là, tu vois que j'ai rassemblé directement les deux intégrales en utilisant la linéarité de l'intégrale. Maintenant, j'en suis à un stade où je suis assez content parce que je dois majorer la valeur absolue d'une intégrale. Et l'inégalité triangulaire me dit que je peux majorer ça par l'intégrale de la valeur absolue. Donc justement, j'écris que ça va être plus petit que l'intégrale de cette quantité.
Et c'est maintenant que je commence à réfléchir en fait, parce que j'ai un peu utilisé toutes mes cartouches, c'est-à-dire que je sais que quand je fais ce genre de raisonnement en analyse, il faut que j'utilise l'inégalité triangulaire. Donc les 2 premières étapes, c'était juste faire en sorte de pouvoir l'utiliser, et maintenant je l'ai utilisé, et il faut que je me demande pourquoi ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Alors dans un premier temps, je vais toujours faire un raisonnement assez sauvage, que je formaliserai ensuite. La chose c'est que quand h tend vers 0, t, dans l'intégrale, il se balade entre x et x plus h. Mais si h est très petit, ça veut dire que t est très proche de x. Et si t est très proche de x, f de t est très proche de f de x. Pourquoi ? Parce que f est une fonction continue. Donc justement, je vois aussi que j'ai pas utilisé une hypothèse de l'énoncé, et maintenant il devient judicieux de l'utiliser. Je vais donc me ramener à la définition de la continuité, que je vais écrire maintenant. Si je prends epsilon positif, la fonction étant continue, il va exister état positif tel que si je prends un élément réel assez proche de x, alors f de y va être aussi assez proche de f de x à epsilon près. Et ça en fait ça va me permettre de terminer facilement la démonstration. Parce que si je prends h qui est dans l'intervalle moins état, état, alors ce qui va se passer c'est que f de t moins f de x en valeur absolue ça va être plus petit que epsilon, et si tu remplaces dans le dernier terme de mon inégalité la valeur absolue par epsilon, eh bien tu fais sortir le epsilon de l'intégrale, et ça fait que delta h, la quantité que je voulais calculer au départ, elle est plus petite que epsilon. Et ça c'est la définition de quelque chose qui tend vers 0. J'ai montré que quel que soit epsilon positif, dès que h devient assez petit, alors la valeur absolue de delta h est plus petite que epsilon. Ça démontre exactement que delta h tend vers 0. Donc que le taux d'accroissement de la fonction grand f en x vaut petit f de x, et donc finalement que grand f est dérivable sur R. Maintenant, comme sa dérivée c'est petit f qui est continu, ça démontre aussi que grand f est de classe C1 sur R. Alors si t'as compris cette démonstration, déjà je te félicite. Si tu ne l'as pas comprise, n'hésite pas à me poser des questions. J'ai essayé d'être assez synthétique pour te donner l'idée générale. Et justement, je vais résumer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti de l'intégrale géométrique, la somme de Riemann, et on a admis qu'on avait 3 propriétés, linéarité, relation de Chasles et inégalité triangulaire. Maintenant, à mon sens, l'aboutissement ultime, c'est de relier l'aire sous la courbe à un calcul d'analyse qu'on peut faire avec des calculs de primitives et des choses qu'on connaît extrêmement bien. Et la démonstration que je t'ai présentée aujourd'hui, je te l'ai présentée parce que je la trouve assez jolie, assez représentative de ce qu'est l'analyse. Par exemple, pour démontrer que A tend vers B, j'ai démontré que la valeur absolue de A moins B était plus petite que epsilon, quel que soit epsilon. Et ça, c'est une méthode qui est très générale, que tu vas retrouver avec des études de suite, des études de série, des études d'intégrale à paramètres, des études de somme à paramètres, que tu vas retrouver dans des tas d'exercices. Donc finalement, pour moi, ce théorème fondamental de l'analyse, c'est non seulement un moyen de résoudre ce grand mystère de terminale où l'on m'avait dit que l'aire sous la courbe, on pouvait l'obtenir comme différence de 2 valeurs de la primitive, mais aussi de retenir une méthode très pratique et très standard en analyse. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions, et je te retrouve demain pour la recherche d'un contre-exemple. Donc maintenant qu'on a cette intégrale géométrique et analytique, je vais me poser une petite question et on va essayer de rechercher un contre-exemple ensemble en appliquant les conseils de l'émission Comment rechercher un contre-exemple. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.